Il faut toujours commencer quelque part en fait. Parce que j'aime les chiffres. On se plonge vraiment dans le sujet. J'aime bien savoir en fait où je vais. Ça, c'est un côté aussi que moi j'aime beaucoup. Eureka FIP. Bienvenue dans le podcast de l'École nationale des finances publiques qui vous aidera à trouver votre voie. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques. Aujourd'hui, je reçois Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien ? Oui, oui. Quel est ton métier, Nathalie ? Alors, moi, je suis agent des finances publiques, donc à la trésorerie du Grand Amiens et Amandes, donc dans la Somme, et je m'occupe du recouvrement des factures des collectivités. Alors, l'objectif dans ce podcast, ça va être de refaire ton parcours, refaire ton historique et savoir comment t'en es arrivé là, parce que derrière chaque agent, chaque personne qui travaille aux finances publiques, il y a tout un parcours personnel. Est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est passé le premier contact avec les finances publiques ? Alors, mon premier contact, en fait, moi, je venais du social. J'ai travaillé 25 ans dans le social, et donc dans le recouvrement des impayés de loyers. Et puis, à 50 ans, donc je sais pas si c'est la crise de la cinquantaine, mais j'ai décidé de changer de voie professionnelle, de voir autre chose, parce que le social, j'en avais fait un petit peu le tour. Et puis, mon premier contact, c'est que ça fait un petit moment que je voulais voir un petit peu tout ce qui était finances publiques. Je suis allée sur impôts.gouv, je suis allée sur le site de recrutement et j'ai vu qu'ils recherchaient des contractuels, donc aux finances publiques. Et donc, j'ai postulé. Et j'ai passé l'entretien. J'ai été recrutée en tant que contractuelle, donc à la trésorerie. Donc, tu étais à la trésorerie, tu étais déjà dans le service où tu es actuellement ? Oui, alors j'ai effectivement eu la chance d'être contractuelle et après le concours, de retrouver la place que j'avais auparavant. J'ai vraiment eu une grande chance. Tu as mentionné une curiosité de faire de la finance publique, que c'était quelque chose qui te trottait dans la tête depuis déjà un petit moment. Est-ce qu'il y avait d'autres causes, d'autres motivations pour rejoindre les finances publiques, ou alors c'était vraiment... En fait, moi qui travaillais dans le recouvrement des impayés de loyers, j'ai toujours eu un peu de contact avec tout ce qui était finances publiques, par l'intermédiaire, par exemple, des dossiers de surendettement que j'établissais. Et donc, dans les dossiers de surendettement, il y avait parfois des dettes, justement, des impayés trésor public. Donc, j'ai toujours eu un contact, même avec des interlocuteurs du trésor public. Et j'avais un petit peu ce contact-là de base. Et il y avait aussi toute l'histoire du recouvrement qui m'intéressait. Et également parce que j'avais vu sur le site impôts.gouv, sur le site DGFIP, qu'il y avait une possibilité d'avoir accès à beaucoup de postes différents. Et c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. La diversité, c'était... La diversité des postes, et oui, tout à fait. Et donc, tu deviens contractuel. Est-ce que tu postules pour un poste en particulier ? Ou alors tu postules et ensuite tu ne sais pas trop où tu vas atterrir ? C'était un poste qui était de base pour le recouvrement. Et donc, quand j'ai passé l'entretien, ils recherchaient une personne qui n'avait pas été formée sur le recouvrement lui-même. Il y avait 2 personnes qui étaient parties en retraite et il fallait une personne qui puisse déjà avoir des connaissances sur le recouvrement. Et comme j'avais une expérience de 25 ans, ça m'a aidé. Ça aide forcément. Oui, tout à fait. Et donc, ce poste de contractuel, tu l'as tenu pendant combien de temps ? Alors, j'ai commencé le 19 décembre 2022, et je m'en souviens parce que la France avait perdu la Coupe du Monde de football la veille. donc après, j'ai passé le concours l'année d'après, en 2023. Et donc, jusqu'au 13 mai 2024. Je suis restée contractuelle jusqu'à temps de passer le concours et rentrer à l'école. Donc à peu près 1 an et demi de À peu près 1 an et demi, oui, D'accord. tout à fait. Comment ça s'est passé, ce poste de contractuel ? Je vais dire que franchement, j'ai eu un accueil super. Parce que, moi, je connaissais le recouvrement, mais pas du tout le domaine. Donc, j'ai une formation, à la fois théorique sur tout ce qui était public, parce qu'au début, j'ai tenu la caisse, donc il a fallu être formé sur la caisse, sur l'accueil, et puis j'ai beaucoup sollicité mes collègues. Tu as beaucoup axé ta réponse sur les collègues, sur l'équipe. Vous étiez environ combien dans cette équipe ? On était 5, mais on a 2 personnes qui ne sont pas là à temps complet. Donc, en fait, on va dire, c'était plutôt 3 personnes qui m'ont formée en permanence. J'ai fait un petit peu le tour aussi avec mes collègues en comptabilité. C'est des personnes très accessibles. À quel moment tu t'es dit « je veux devenir fonctionnaire » ? Quand je suis rentrée contractuelle, mon but, c'était de passer le concours. Donc dès le début ? Dès le début, parce que contractuel, c'est une durée limitée. De toute façon, il faudrait que je passe le concours. Je ne voulais pas forcément le passer la première année parce que je me sentais pas forcément légitime de le passer tout de suite. Je pensais pas avoir forcément de connaissances pour le passer. Et j'étais poussée par mes collègues qui m'ont dit si tu devrais le passer tout de suite parce que si jamais tu l'as pas, tu pourras le refaire l'année d'après. Et puis du coup, je l'ai passé dès la première année en fait. Concernant la préparation de ce concours, combien de temps à l'avance est-ce que tu t'y es pris ?
Je me suis inscrite, je crois que c'était au mois d'avril, et eh bien j'ai commencé à travailler, on va dire 1 ou 2 mois après. Parce que moi, ce qui me faisait un petit peu peur, ayant quitté les bancs de l'école il y a très longtemps, c'était tout ce qui était mathématiques, logique, et ça, c'était tout ce qui était même dissertation, parce que dissertation, je n'avais pas fait depuis des années. Et voilà, je me suis mis tout de suite à travailler, à faire beaucoup de QCM, de manière ludique aussi, pour tout ce qui est culture générale. Et puis, oui, les mathématiques, voilà, je m'y suis mise assez rapidement parce que c'était des souvenirs. Voilà, c'est un peu ancien pour moi, donc il fallait que je me remette un petit peu dans le bain, mais assez rapidement. Est-ce que tu as senti un moment où tu t'es dit j'accepte d'être élève et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui seraient dans le même cas que toi? Alors, il faut pouvoir gérer, équilibrer entre le travail de la journée et les révisions. Donc ça, il faut vraiment se donner du temps. Il faut réviser un petit peu tous les jours parce que si on attend trop longtemps, on est submergé. Et puis on a quand même la fatigue de la journée de travail. Donc ce que je faisais le soir, je me mettais pas à faire des dissertations parce que c'était intellectuellement trop difficile. Mais je faisais plus ce qui était QCM d'une manière ludique. Et après, je me consacrais plus le week-end, à partir, on va dire, du vendredi soir, les week-ends, pour réviser vraiment tout ce qui était mathématiques, logique, dissertation. Et ce rythme, tu te l'es fixé tout de suite ou alors tu as expérimenté Non, je me suis fixée tout de suite. Il faut vraiment s'y mettre assez rapidement pour avoir une révision un petit peu quotidienne. D'accord. Quelle matière, quel thème t'as préféré réviser? Alors, la culture générale, donc ça, c'était plaisant pour moi. Le français aussi. Le plus compliqué pour moi, c'était les mathématiques. N'étant déjà pas très bonne en maths de base, mais après, ça revient vite. Hein. Quand on révise, ça revient très vite. Et au bout de ta préparation, donc tu passes les concours. Mhm. Comment ça s'organise un concours aux finances publiques? Alors, il y a une première partie qui est un QCM. Alors, on passe tout dans la même après-midi. Moi, c'était de 12h30 à 18h30 à peu près. Donc, on a une première partie QCM et après, on a une deuxième partie dissertation. Mais la dissertation, on a 3 heures. Et pour les personnes qui souhaiteraient passer le concours, 3 heures, ça passe très vite. Très, très vite. Et je me souviens qu'il me restait 1 heure pour faire la dissertation. Et quand on a dit il reste 1 heure, j'étais en panique. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que j'avance pas en fait. Enfin, ça va très, très vite. Et la journée est dense. Il faut le savoir que c'est assez intense. Est-ce que sur l'écrit, justement, il y a eu des surprises, des choses où tu t'es dit « Ah, je m'y attendais pas » et qui ont pu te mettre en difficulté ou alors tout était prévu? Non, pas vraiment par rapport à ce que j'avais vu des concours antérieurs. Le QCM, les dissertations, s'y attendait. Il y a aussi des annales. Moi, j'ai révisé aussi sur les annales. Et là, tout ce qui était demandé, c'est ce qui avait été demandé antérieurement. Après, c'est le sujet qui peut bloquer. Par exemple, sur la dissertation, on a beaucoup de documents à consulter, mais dans les documents, la masse de documents, il y a beaucoup de documents qui ne sont pas forcément utiles pour la dissertation. Donc voilà, il faut faire le tri, il faut bien cerner le sujet, et puis il faut être très logique. Si on a révisé avant, il n'y a pas de surprise en fait. Tu dirais que le succès au concours à l'écrit tient principalement de la qualité de la révision qu'il y a eu en amont et de l'organisation Oui. le jour J. Si on révise pas, on ne sait pas à quoi s'attendre non plus. Donc là, si on révise, on sait ce qu'on va nous demander. Et quand tu as retourné le sujet le jour J, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que Oui, j'étais stressée quand même. t'étais stressée? Ouais. Le contexte fait on peut être que stressé, on est dans une grande salle, on est en diagonale. Et après, ben voilà, on sait que c'est le jour J, donc on peut faire des erreurs même tout simplement en remplissant le QCM, en se trompant de case. Et ces résultats de l'écrit, on les a à peu près combien de temps après le concours? On les a assez rapidement, 1 mois après, je crois, maximum. Parce mois qu'après, on après. doit préparer l'oral. Oui, oui. Et on a son admissibilité. À savoir que quand on passe les 2 épreuves QCM et dissertation, on peut passer la dissertation, mais si on n'a pas la moyenne QCM, la dissertation ne servira à rien. Donc même l'écrit est divisé en 2 sous-parties. Oui. Le QCM est vraiment très important, tu dirais pour, Oui, parce que on pense que, c'est des questions simples, mais il faut faire aussi attention. Mais oui, le QCM, il est important. On pense que c'est la dissertation qui est le gros du sujet, mais si on n'a pas la moyenne au QCM, ça s'arrête là en fait. Et donc après l'écrit vient l'oral. Comment est-ce que tu as préparé l'oral? Est-ce que c'est comparable à une préparation d'un examen écrit ou alors c'est totalement différent? Non, c'est totalement différent. Parce que l'oral, la seule chose que je savais, c'était qu'il fallait faire une présentation de soi, de son parcours, en 2 minutes. J'ai passé un temps indéfini à répéter, et je voyais à chaque fois que le chronomètre, ça n'allait pas du tout. Donc ça, c'est une partie vraiment, il faut vraiment travailler. Parce qu'au bout de 2 minutes, si vous n'avez pas fini, on vous arrête.
et une présentation de son parcours professionnel, mais on n'a pas forcément la méthodologie. Moi, je me suis dit, bon, je vais me présenter comme ça, mais est-ce que c'était la bonne méthode ou pas? Je ne savais pas forcément. Moi, je conseille de travailler aussi avec des personnes qui peuvent vous aider, par des collègues qui peuvent vous apporter une autre lecture, en fait. Et puis après, il y a la partie connaissance de la DGFiP. Et là, c'est un gros volume. Surtout qu'il y a des questions, on est sûr qu'on va tomber là-dessus, et en fait, pas du tout. Il y a un panel de révision sur la DGFiP. Je recommande quand même de savoir les ministres. Et moi, quand je l'ai passé, les ministres étaient en train de changer. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ça tombe bien. Et c'était au moment où le gouvernement est en train de changer. Et les douanes. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de questions sur les douanes. En sortant de cette salle de l'oral, t'as senti quoi? Parce que c'était la dernière étape à passer. Puis là, les dés étaient jetés. Qu'est-ce que t'as ressenti? Alors, on se pose un milliard de questions. Ils m'ont pas coupé la présentation, donc je devais être dans les temps. Et après, l'oral, c'était du ping-pong de questions. Douane, DGFiP, douane, enfin, je suis sortie de là, franchement, j'avais l'impression d'être passée par une essoreuse, j'étais vidée. Et après, on se pose plein de questions. Est-ce que j'ai bien répondu? Et là, franchement, c'est l'incertitude. Même si on pense qu'on a fait au mieux, qu'on a répondu à tout, c'est vraiment l'incertitude de ce qu'on a rendu, en fait. On peut pas savoir si on a vraiment réussi, même si on a tout répondu. Et donc, cette incertitude, elle retombe une fois qu'on a les résultats. Oui. Et ces résultats, ils viennent combien de temps après? J'ai passé en janvier, donc je pense février, je crois. Février. Oui, les résultats oui, viennent oui, quand même assez vite après. Tout à fait. Comment est-ce que se passe ce battement entre la réception des résultats et la rentrée en formation? Alors, là, c'est 3 mois où il faut vraiment être organisé. Et c'est 3 mois où on a plein de mails, on a plein de choses à rendre. Il faut vraiment être organisé. Et il faut être tout de suite très réactif, ne serait-ce que pour le logement. Parce qu'on fait les vœux pour l'école, mais on ne sait pas dans quelle école on va être affecté. Donc, il faut vraiment être réactif au niveau des logements. Moi, je m'étais inscrite à tous les logements, que ce soit Noisy-le-Grand, Clermont-Ferrand, selon les vœux que j'avais mis. Après, on va vous demander beaucoup de documents. Documents bancaires, des photos, beaucoup de mails. Il faut surveiller en permanence sa boîte mail. Alors moi, je m'étais organisée en faisant des pochettes, que ce soit logement, école. Donc ça, c'est quand on postule pour les vœux de l'école. Mais après, on reçoit les vœux définitifs. Donc moi, j'étais sur Noisiel. Et là, voilà, d'autres documents pour faire la carte de cantine, la carte d'entrée. Enfin voilà, on est très, très occupés. Et il faut vraiment être réactif, tout le temps. Et donc, tu rentres en formation le 13 mai. Comment ça se passe? On vous accueille? Oui, tout à fait. Moi, le premier jour, donc je suis arrivée le 13 mai. Et là, c'est vrai que quand je suis arrivée le premier jour, on nous accueille. Donc, et ma première pensée, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? C'était vraiment ma première pensée. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Et donc après, on nous accueille. On a une réunion dans l'amphithéâtre. Et après, on nous dispatche par groupe, en fait, par promotion. Et là, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et puis voilà, on va passer 3 mois ensemble, donc voilà, c'est comme ça se passe le premier jour. Et puis on est tous un peu dans la même optique de faire l'école, donc après voilà, mais le premier jour, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais on est bien accueillis, on est très bien accueillis. Et est-ce que tu aurais des conseils a posteriori à donner aux personnes qui justement rentrent à l'école pour trouver plus rapidement ces marques? Déjà, c'est aller vers les autres. Parce qu'on vient tous de régions, des fois de régions différentes. Donc, c'est vraiment d'aller vers les autres tout de suite. Ne pas rester dans son coin. Parce que l'école, c'est quand même, c'est une école, c'est quand même grand. On est dans une ville qu'on connaît pas du tout. Et donc, on est vraiment déconnecté. Donc, aller vers les autres. Il y a aussi des personnes, des fois, qui sont à l'école, mais qui sont de la région, qui sont de l'Île-de-France. Donc, ils peuvent vous aider, ne serait-ce que pour aller vous balader un petit peu, visiter le coin. Donc, faut vraiment avoir une solidarité puis aller vers les autres. Donc, il y a une très bonne ambiance de groupe. Oui. Vous êtes environ combien par classe? Nous, on était 28. Moi, j'avais un a priori sur l'école. Je pensais me retrouver qu'avec des jeunes, très jeunes. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, il y avait très peu de jeunes en fait. Et du coup, ça m'a rassurée parce qu'il y avait des personnes de mon âge où c'était plus 35-45 que 25 ans. Et il y avait une mixité au niveau des âges. Et puis on venait d'horizons professionnels totalement différents. Donc nous, ça a très bien matché tout de suite. Ça passait très vite. Et même s'il y a un gap générationnel entre, tu mentionnais certaines personnes qui avaient 25 ans, d'autres qui avaient plus 35-45, ça a bien marché la dynamique de groupe? Oui, totalement, parce qu'en fait, en étant un peu plus âgé,
On était un petit peu les personnes sur lesquelles on s'appuyait. Et puis les plus jeunes nous aidaient aussi dans certaines matières. Tout ce qui était par exemple informatique, des choses comme ça, parce qu'on travaille beaucoup sur logiciel et en autonomie aussi. Donc il y a beaucoup de e-formation. Donc les jeunes nous aidaient beaucoup plus sur l'accès aux e-formations que nous, on pouvait les aider là-dessus. On échangeait nos expériences, donc il n'y a pas de problème au niveau des âges. Donc en fait, il y avait un réel échange, ce qui permettait de compenser les forces et les faiblesses de chacun. C'est ça, exactement. Alors, j'aimerais que tu me parles aussi du rythme de travail. Comment est-ce que s'organisait une semaine type pendant ces 3 mois? Alors, à savoir que les promotions n'ont pas les mêmes emplois du temps. Donc, dans les semaines, on avait des cours toute la journée. Donc, en général, ça commençait vers 9h moins le quart et ça pouvait se terminer vers 17h. Et on avait aussi des demi-journées d'autonomie où là, on faisait des e-formations. Moi, ce que je conseille, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, c'est de ne pas rester dans son logement pour faire son autonomie. Parce qu'en fait, on est tout seul. Mais nous, on avait créé un petit groupe où l'autonomie, on le faisait à l'école. Et donc, on pouvait échanger, puis le faire ensemble, c'était plus plaisant. Donc, la semaine et le vendredi, on arrêtait à midi. D'accord. On travaillait jamais le vendredi après-midi pour permettre aux personnes de repartir chez eux. Est-ce qu'il y a une dose de travail personnel qui vient avec, ou alors une fois qu'on est sorti de l'école, on n'a plus école? Une fois qu'on est sorti de l'école, on peut dire on n'a plus école, mais pour certaines matières, c'est bien aussi de les réviser après. On a notre ordinateur parce qu'on nous fournit un ordinateur. Tous les cours sont inscrits dans les logiciels, donc on peut les réviser après. Et donc, à la fin de ces 3 mois de formation, tu as forcément la bascule qui se fait sur ton poste professionnel. Comment se passe justement cette fin de formation et cette passation vers le milieu professionnel? Pendant qu'on est à l'école, on a nos vœux à faire, nos vœux pour les départements. Et après, on a les vœux pour les affectations locales. C'est aussi une période stressante. Tout le monde n'a pas forcément les vœux qu'il a souhaités. Après, il y aura des possibilités de mutation, donc c'est pas rien n'est définitif. Et donc après, pour une affectation locale, alors moi j'ai arrêté le 27 juillet, j'ai repris tout de suite le 5 août, puisque j'étais réintégrée dans le même poste, vu avec ma responsable, puisqu'il y avait une période de congé, il manquait de personnel, et comme moi je connaissais déjà le travail, je suis revenue tout de suite à mon poste. Donc, tu reviens dans ton ancien service. Moi, c'était vraiment la chance et un peu honneur C'était- inimaginable d'être t'as- intégrée exactement le même poste, franchement. T'as vraiment retrouvé le même bureau? Exactement. En fait. J'ai bougé d'une place. Grosse nouveauté. Est-ce qu'il y a eu un changement avant-après? Parce que passer de contractuel à fonctionnaire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand on est à l'école, il y a beaucoup de matières où on se dit à quoi ça va nous servir? On se pose tous la question. Mais en fait, on ne sait pas où on va être affecté. Donc, en fait, on apprend beaucoup de choses. On a l'impression qu'il y a des choses qui nous serviront peut-être pas. Mais étant donné qu'on a un panel de métiers à la DGFiP, on survole beaucoup de matières, mais qui en fait peuvent nous aider selon la fonction qu'on va occuper. Donc moi, quand je suis revenue, en fait déjà, je me sentais plus légitime parce que j'avais le concours et je me sentais plus à ma place. Et en fait, on s'aperçoit que au fur et à mesure où on pratique, on dit ah oui mais ça tiens ça je l'ai appris. Et on parle même de choses à ses collègues qui eux ont oublié parce que ça fait très longtemps qu'ils ont fait l'école. On a quand même acquis beaucoup de connaissances sans s'en rendre compte en fait. Est-ce que c'est une fierté d'avoir fait l'École nationale des Oui. finances publiques? Totalement, je pensais jamais le faire dans ma vie. Et même quand j'en parlais un petit peu dans l'entourage, c'est vrai qu'on dit ah oui, tu fais l'école des finances publiques, on a l'impression qu'on est dans les hautes sphères des finances. C'est vrai que ça le fait, quoi. On va dire ça fait un peu claquant, mais oui, on est content d'avoir fait quand même. Oui. Tu dirais que c'est quoi la qualité primordiale aujourd'hui pour faire ce que tu fais au quotidien? Déjà, je dirais aimer ce qu'on fait. Ça, c'est la priorité. Moi, j'adore ce que je fais. Il faut être motivé. Après, moi, je fais du recouvrement, mais je fais aussi de l'accueil public. Donc, il faut aimer les usagers. Donc, il faut aimer le relationnel. Il faut aimer être au service public. Et puis, évoluer aussi. Aujourd'hui, je suis agent. Il y a les concours, il y a aussi les mutations. Là, je reviens. Ça fait pas longtemps que j'ai fait l'école. Donc, pour l'instant, je me suis pas vraiment projetée encore sur l'avenir. Mais moi, je dirais qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer son métier. J'aimerais te poser une question. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise? Formation sur endettement. D'accord. Parlons de la formation sur endettement. D'accord. En fait, moi, j'en avais fait dans mon autre métier, du surendettement, mais pas du tout de la même manière. Et en fait, on a des binômes pour, en cas d'absence de l'autre personne, que le travail puisse être une continuité de service. Donc, du coup, en cas d'absence, de congé, que je puisse le remplacer dans le cadre du surendettement. Donc, vendredi dernier, il m'a formé toute la matinée sur les procédures de surendettement. C'est-à-dire que nous, on a des usagers qui ont déposé des dossiers de surendettement. Et donc, on doit aller sur le portail surendettement,
enregistrer leurs dettes. Et puis, quand il y a un dossier de surendettement, on doit suspendre les poursuites selon ce que la Banque de France va nous demander. Ça peut être 5 ans, ça peut être 3 ans. Non, il y a un échéancier à faire. Donc voilà, donc on doit enregistrer les dossiers en fonction de ce que la Banque de France nous dit. Donc voilà, ça c'est la dernière formation que j'ai faite. Et donc, il y a vraiment un esprit de polyvalence dans l'équipe pour essayer d'avoir une résilience face aux imprévus. Tout à fait. Nous, C'est on a déjà... Alors, on a des dossiers en fonction des lettres alphabétiques. D'accord. Voilà. Donc, moi, c'est par exemple de DI à K. Et donc, toutes les usagers qui sont de DI à K en ordre alphabétique, c'est mon portefeuille. Quand les mails arrivent sur la boîte générique de la trésorerie, il y a donc un dispatching qui se fait en fonction des portefeuilles. Et quand on est absent, les personnes traitent nos mails en majorité. Donc, ce qui fait que quand on revient de congé ou de maladie, on n'arrive pas avec 200 mails à traiter parce qu'on a déjà un travail en amont qui a été fait. Et là, dans ton parcours professionnel, c'est quoi les prochaines étapes ? Alors, je vais encore avoir quelques formations à venir, sur les régies notamment, et puis des formations sur endettement que j'ai sollicitées également. Parce que quand on arrive justement en poste, ça j'avais oublié de le dire tout à l'heure, on a des formations obligatoires. Et après, il y a les formations qu'on peut solliciter. Et ça, c'est l'avantage, c'est qu'on peut accéder à toutes les formations à partir du moment où notre responsable est d'accord. On peut faire énormément de formations, même à titre personnel. Ma prochaine étape, déjà, c'est ça. J'ai pas forcément de perspective immédiate d'évolution. Je ne sais pas si je passerai le concours de contrôleur. J'aimerais. Je me sens pas encore assez âgée dans le poste, si je puis dire, pour le passer tout de suite. Et après, je verrai. Et après, il y a aussi la perspective de partir, peut-être de changer de département. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut penser. Après, je me dis aussi les mutations internes. Donc si à un moment donné, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon poste, peut-être que je penserai à aller voir d'autres postes. J'aimerais faire, pour terminer ce podcast, quelque chose d'un petit peu différent. Je vais te donner des débuts de phrases et tu devras les compléter. Je n'aurais jamais pu m'en sortir sans... Sans le soutien de mes collègues. J'adorerais être formé sur... La comptabilité. Mon objectif ultime, c'est... Grimper en échelon et évoluer dans ma carrière. En commençant ce métier, je ne m'imaginais pas que la DGFiP avait autant de panels de métiers différents. aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de l'ambiance de mon travail. Mon métier, il est... Indispensable. Dans 6 mois, je serai... Plus âgé. Il y a 6 mois, j'étais... Plus jeune. Et aujourd'hui, je suis... Je suis fonctionnaire. Et ce podcast, il est... Il est top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. De rien. Voilà. Et puis, mesdames et messieurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à suivre l'École nationale des finances publiques sur tous nos réseaux. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.